Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. La Cour suprême rejette à nouveau ce mardi la demande de mise en liberté d'Aboubacar Toumba Diakité, ancien aide de camp du président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara. Le juge n'ayant pas motivé sa décision, l'avocat du détenu se dit meurtri par cette attitude et dénonce la dépendance des magistrats. Les habitants de Frigyadi, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre à cause des déchets toxiques déversés dans leur quartier. Selon eux, des usines installées dans la localité seraient à la base de la pollution de leur environnement, entraînant de graves conséquences sur leur santé et celle des animaux domestiques. C'est peu dire qu'ils souffrent. Notre rédaction a pris un échantillon de 6 villages de la sous-préfecture de Kolé pour vivre de près le quotidien des habitants. Les infrastructures sociales de base, ces villages traversés n'en connaissent pas. C'est le grand format de la rédaction. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Dans le cadre de la mobilisation des recettes communales, la municipalité de Dixine a mis en place une taxe sur les équipements. Cette taxe qui est prévue dans le Code des collectivités permet d'accompagner les collectivités dans le financement de leurs projets de développement pour édifier les acteurs impliqués dans la mobilisation de cette taxe. Un atelier de formation et de partage a été organisé par la mairie ce mardi. Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. Prévue dans le Code des collectivités, cette taxe d'équipement est une taxe qui s'applique et s'acquitte lors du dépôt d'un permis de construire, de reconstruction et d'agrandissement ou d'une déclaration préalable des travaux adressés à la commune. Elles permettent aux collectivités d'être autonomes dans la mobilisation des recettes pour pouvoir financer leurs différents projets de développement communautaire. La taxe d'équipement, c'est une taxe qui est prélevée sur les constructions en cours et sur les immeubles qui existent déjà. Elle est calculée par rapport à la surface, elle est calculée par rapport au nombre d'années existant le bâtiment, elle est calculée à la hauteur et c'est payé une seule fois dans la vie du bâtiment. Si vous payez cette année, c'est fini, à moins que vous décidez d'agrandir ou de mettre à niveau. Là, en ce moment, on sera obligé de revenir encore pour que vous payiez cette taxe d'équipement. Pour pouvoir mobiliser cette taxe d'équipement, la commune de Dixine compte dans les jours à venir procéder à l'identification des contribuables assujettis à cette catégorie de taxes et d'autres sources. Dès après cette identification, les opérations de recouvrement de cette taxe au profit du budget de la commune pour le compte de l'exercice 2021. Elle n'est pas créée, elle existe dans le code de collectivité depuis de longues années. Mais elle vient d'être maintenant initiée par la commune pour l'application et pour l'accompagnement du développement local. C'est une chance et une opportunité que la commune, que son utilisation passe par la porte de Dixine et on exhorte toutes les autres communes à emboîter le pas parce que c'est une taxe importante surtout pour la zone de Conakry. À l'intérieur ça existe mais ici aussi, si c'est suivi, c'est valorisé, c'est une aubaine pour toutes les communes de Conakry. Différente de la CFI, contribution foncière unique, qui est payée chaque année et gérée par les impôts, la taxe d'équipement est appliquée à chaque niveau de l'étage pour les immeubles et n'est payée qu'une seule fois durant l'existence de l'édifice. On change de régie dans cette édition d'information. La Cour suprême rejette à nouveau ce mardi la demande de mise en liberté d'Aboubacar Toumba Diakité, ancien aide de camp du président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara. Le juge n'ayant pas motivé sa décision, l'avocat du détenu se dit meurtri par cette attitude et dénonce la dépendance des magistrats. Maître Paul Yomba Kourouma et ses pairs envisagent de saisir les juridictions supranationales pour faire rétablir leurs clients dans ses droits. Reportage Guéné Bangora, Ibrahim Souri Souma. Toumba Diakité a été inculpé puis placé en détention en 2016. 5 ans après, il n'a toujours bénéficié d'aucun renouvellement de mandat de dépôt. Un comportement de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire considéré par ses avocats comme une violation des droits de leurs clients.
N'ayant pas obtenu sa libération en première et en seconde instance, ils ont décidé de se tourner vers la Cour suprême, en vain. C'est vraiment une honte, hein, il faut l'assumer, il faut le dire, pour notre justice, qu'il n'y ait personne qui puisse se tenir en brèche sur la brèche pour défendre le droit, pour dire le droit. L'avocat et ses pairs étaient pourtant optimistes quant à la manifestation de la vérité dans cette affaire à travers la qualité des débats qui ont caractérisé les différentes audiences tenues devant cette juridiction. Selon l'avocat, cela aurait même permis au procureur général près la Cour suprême d'exprimer sa position. Cet arrêt est en contradiction avérée avec les débats qui se sont déroulés devant la Cour, au cours desquels le procureur de la République, le procureur général près la Cour suprême lui-même a attesté que les moyens soulevés par la défense étaient imparables, que la détention, le mandat, le titre de détention de Toumba n'avait en aucun moment été renouvelé et que la conséquence de cela devrait être la mise en liberté pure et simple du détenu. Maître Paul Yomba Kourma n'a arrêté aucune occasion pour attirer l'attention des autorités sur la maladie dont souffre son client Toumba Diakité. À cela s'ajoute son interdiction de sortie du territoire de l'espace européen. Le collectif des avocats regrette le sort qui lui a été réservé, mais n'attend pas abdiguer face à cet état de fait. Toumba, sincèrement, considéré, comme nous l'avons toujours dit, comme le sacrifice, l'agneau qui va expier la forfaiture de ses pairs. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous nous adresserons aux juridictions supranationales qui, elles, diront le droit parce qu'ils sautent à l'œil. Commandant Toumba Diakité s'était évanoui dans la nature après avoir attenté à la vie du capitaine Moussa Dadis Camara, dont il était alors l'aide de camp. Il s'est enfui et la cavale a pris fin le 16 décembre 2016 à Dakar. L'ancien patron de la communication du parti UFDG est rentré au bercail depuis le 7 juin dernier, après avoir passé 5 bonnes années en exil en France, accusé et condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire du journaliste Mohamed Koula Diallo, tué devant le QG de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Qu'est-ce qui a prévalu au retour? Qu'est-ce qu'il pense l'exil et surtout, qu'en est-il de son militantisme au sein du parti UFDG? Élément de réponse dans ce compte-rendu signé Mariam Fodé Camara à Bokoria Kourouma. Après 5 ans d'exil en France, Souleymane Kangel retourne en Guinée. L'ancien patron de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée était accusé et condamné par contumace dans l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo, tué devant le quartier général de l'UFDG. Kangel explique les dessous de son retour. En fait, ce sont des discussions que j'ai eues avec des amis du côté du pouvoir qui ont facilité mon retour parce que, d'après les informations que j'ai reçues, le président de la République n'était pas au courant de tous les détails concernant mon exil. Et lorsqu'il a compris un peu, qu'on lui a expliqué tous les tenants et les aboutissants, il a estimé que c'était bien pour moi de rentrer parce qu'il a connu l'exil et en particulier lorsque on lui a dit que mon père était décédé, apparemment c'est quelque chose qui l'a particulièrement touché, donc c'est comme ça que je suis rentré. De son exil, Kangel a beaucoup appris. Et le plus important à ses yeux, il le dit, c'est son retour au pays qu'il dit véritablement n'avoir jamais quitté. Mais l'exil, évidemment, c'est quelque chose de difficile. Mais on apprend toujours de tout. Et la chance que j'ai eue, que d'autres n'ont peut-être pas eu, c'est le fait de partir en sécurité et surtout aujourd'hui de revenir en toute sérénité. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur le cas Koula dont il a été accusé pour complicité d'assassinat, Kangel trouve injuste qu'on n'ait toujours pas retrouvé l'auteur de la mort du jeune journaliste. C'est douloureux parce que finalement c'est la famille a perdu un être cher. Je trouve ça injuste aujourd'hui qu'on ne sache pas celui qui a commis cet acte-là et qu'il ne paye pas pour ce qu'il a fait.
Pour ce qui est de son militantisme, il réitère toujours son appartenance au parti UFDG. Les habitants de Friadi, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre à cause des déchets toxiques déversés dans leur quartier. Selon eux, 2 usines installées dans la localité seraient à la base de la pollution de leur environnement, entraînant de graves conséquences sur leur santé et celle des animaux domestiques. Ces citoyens demandent à l'État de réagir au plus vite afin d'éviter le pire. André Moussi-Bilimono, Ibrahima Souri Kamara pour le reportage. Friadi. La ville paraît saine, mais son environnement est parmi les plus pollués du pays. À l'origine de cette pollution, les usines qui s'y sont installées récemment. En déversant les déchets toxiques dans la nature, aucune d'entre elles ne semble préoccupée par la protection de l'environnement et la santé des riverains irrités par la situation. Ils sont menacés par ces eaux-là, qui sont sorties quand même de l'usine-là. C'est toxique. L'eau est chimique. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Moi, par exemple, je peux passer la journée à me débrouiller dehors. La nuit, si je rentre dans ma maison, je ne peux pas dormir. Je suis avec des enfants, j'ai mes 6 à 7 enfants ici. Je ne peux pas rester au dehors tout le temps aussi. Il faut qu'on rentre dans les maisons. Avec ça, on avait beaucoup de poulets ici, tout est mort. Pour mettre fin à cette pollution, les populations riveraines ont dû mener assez de démarches auprès des autorités de Koya sans succès. Cette vieille femme élevait des animaux domestiques pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, il ne lui en reste que très peu de têtes. L'eau empoisonnée qui découle de ces déchets a décimé une bonne trentaine de ces bêtes. Selon les riverains, un groupe de personnes conduit par le chef secteur se serait rendu à l'usine pour des négociations sans être mandaté par les populations impactées. Une somme aurait été débloquée par le patron de l'usine pour venir en aide aux populations. L'adjoint du chef secteur persiste qu'il n'a pas été associé. Ceux qui sont quittés dans le quartier, c'est aller représenter le quartier là-bas pour négocier. Ils n'ont pas informé la population. Il y a eu quand même l'argent. Bon, nous, on ne connaît pas là où s'est passé l'argent, mais on a toutes les preuves quand même. Du côté de l'usine incriminée, pas de répondant. Les populations, quant à elles, demandent au gouvernement de réagir au plus vite, car leur santé se dégrade du jour au lendemain. La consommation des aliments non protégés provoque, selon des médecins, des maladies dont, entre autres, les maux de ventre et la diarrhée, un fait que déplore bon nombre de citoyens. Ils demandent plus de sensibilisation afin que les intéressés changent de comportement. Rosaline Goto-Monemo, Aliouba, explication. Des aliments prêts pour la consommation à ciel ouvert, à la merci de la poussière et des mouches. La population consomme ces aliments non protégés sans se soucier des conséquences, des maladies digestives qu'elle pourrait contracter. Quand les aliments sont exposés à la poussière non protégée, il y a le risque que des germes s'y déposent. Généralement, sa consommation provoque des maux de ventre jusqu'à aller à la diarrhée et au vomissement qu'on appelle gastro-entérite. Pour Dr Ben Youssouf Keita, c'est aux différentes communes de veiller au respect des règles d'hygiène en ce qui concerne la vente des aliments dans leur localité. Ces dernières devraient déployer sur le terrain des brigades sanitaires pour le contrôle. Au niveau des communes, il doit y avoir des brigades sanitaires qui passent dans les lieux où on vend les aliments, au bord des routes et dans les écoles, pour que tout ce qui doit être consommé par nos enfants ou par la population soit bien conservé. Le pain, par exemple, qu'il soit dans les vitres. Vous voyez, c'est pas normal. Ces citoyens déplorent la vente des aliments non protégés. Pour lui, il faut élargir les campagnes de sensibilisation pour une prise de conscience. Ce qu'on doit manger, ça doit être couvert. Si c'est abandonné comme ça dans l'air, donc les gens, ça va prendre les maladies et puis c'est pas bon pour nous, la population. Donc il faut tout le temps sensibiliser la population pour qu'ils puissent comprendre. Kerno Ibrahima Bari est un vendeur d'aliments. Il conserve, lui, ses aliments dans des vitres.
Il profite pour inviter les autres vendeurs à protéger leurs produits destinés à la consommation. Normalement, quand tu vends de la nourriture, tu dois la protéger pour éviter les maladies. Cela attire également la clientèle. J'invite les autres vendeurs à bien protéger les aliments. Des sensibilisations sont faites dans le cadre de la protection des aliments non lavables avant la consommation. Mais rien n'a changé sur le terrain. Des citoyens se demandent à quand la fin de cet incivisme. L'Association guinéenne des pédiatres a célébré la 9e journée nationale de pédiatrie ce mardi. L'objectif de cette journée est de faire un partage entre les pédiatres et prestataires de santé qui prennent en charge la santé de la mère et de l'enfant pendant cette période de Covid-19. Mohamed Valek Touré, Kerno Sadouba étaient de la partie. Explication. C'est avec le thème « Santé, mère et enfant dans le contexte Covid-19 » que les pédiatres, obstétriciens et gynécologues ont animé ce mardi la 9e journée nationale de pédiatrie. Ils ont ensemble passé au peigne fin des sujets de formation, de recherche et d'amélioration de la clinique de prise en charge dans la santé prénatale. Il est ressorti dans les présentations que nous venons de suivre que le transfert de nouveau-nés de la salle d'accouchement vers la structure pédiatrique pour la prise en charge pose problème. Nous avons peu d'ambulances, mais même les ambulances que nous avons ne sont pas médicalisées. La plupart des enfants sont transportés dans des véhicules personnels. Donc c'est un facteur favorisant l'infection de l'enfant. Et quand l'enfant est infecté, on est obligé de lui donner des antibiotiques. Cette organisation a convié 80 prestataires de santé maternelle, néonatale, infantile et prestataires de santé publique. Ils doivent présenter leurs recherches pour partager au bénéfice des couples et enfants. Les nouveau-nés que nous prenons en charge dans les maternités, vous savez que l'enfant naît dans une maternité avant qu'il soit transféré dans un service de pédiatrie et de néonatologie. Et là, il faut qu'il y ait une compétence de soins pour ces nouveau-nés en salle de naissance. Et vous savez que chez nous en Guinée, ce ne sont que des sages-femmes et des gynéco-obstétriciens qui sont dans ces salles d'accouchement. Et nous souhaiterions que des médecins pédiatres qui ont des compétences de néonatologie puissent accompagner les sages-femmes. Pour cette journée, 50 résumés ont été envoyés à la commission scientifique et la sélection a enregistré 40 communications. Ces communications ont été partagées et les plus pertinents choisis pour la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Les causes de mortalité pour les nouveau-nés, c'est assez clair dans le monde entier. C'est le manque d'oxygène à la naissance pour une perturbation de l'accouchement qui fait que le bébé ne sort pas suffisamment rapidement. Et le cerveau surtout, mais aussi les autres organes, ne sont pas servis suffisamment avec de l'oxygène, ce qui induit des problèmes. Les obstétriciens et gynécologues doivent au sortir de cette journée mettre à disposition une prise en charge sans interruption, comme pour dire qu'une interruption de prise en charge peut causer des effets qui peuvent avoir des conséquences fatales. L'émission a signé au nouveau gouvernement malien le rôle des institutions sous-régionales et surtout dans la résolution de la crise sécuritaire au Sahel. Quelle alternative? La fin de l'opération Barkhane, élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. L'administration malienne est incapable de se déployer dans certaines zones libérées aux mains des terroristes au centre et au nord du pays. Comme le Mali, la plupart des pays sahéliens peinent à assurer la sécurité de leur territoire. Le massacre de 160 personnes à Solane, au nord-est du Burkina Faso, récemment en fait foi. Cet analyste de géopolitique n'est pas surpris. Il partage même la décision de la France de suspendre ses opérations conjointes avec l'armée malienne et la fin de l'opération Barkhane. Il invite ces pays à se réinventer. S'attaquer aux vraies causes. Les vraies causes, ce n'est pas militaire. C'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes d'institution, c'est des problèmes d'organisation. C'est le mode d'ailleurs d'organisation de l'État. C'est de la légitimité de l'État qu'il faut reconstruire. Il faut que l'État soit présent dans ces zones-là. Il faut que l'État investisse dans ces zones pour que les citoyens se sentent concernés, qu'ils se sentent rassemblés, surtout qu'ils se sentent protégés. Tous ces États sahéliens sont unitaires, à l'exception du Nigeria, incompatibles avec les réalités locales, selon cet observateur. Nous sommes différents
sur le plan de la religion, sur le plan ethnique, sur le plan même géographique, même climatique. Il y a des différences dont il faut tenir compte. L'État doit être composé sur la base de ces différences pour mettre en valeur les identités locales qui fondent le ciment de la nationale. Ça, c'est fondamental. Mais c'est un débat très profond. Il faut prendre tout le temps pour le mettre à plat parce que ça remet en cause beaucoup de croyances. Au moment où la France plie bagage, la Turquie, la Chine et surtout la Russie se positionnent et cherchent à s'implanter. Certainement que le Mali va tomber, n'est-ce pas, dans ces filets-là, les filets de la Russie, de la Turquie et des autres puissances, parce qu'il se dit que la plupart des membres de la junte-là ont fait les études en Union soviétique. Quand vous parlez la même langue dans la guerre, c'est important aussi. Après un demi-siècle d'indépendance, l'Afrique rampe sur tous les plans. Quant au rôle des institutions sous-régionales et régionales dans les crises sociopolitiques, Thierno Boubacar Tounkara ironise. Quand des États en faillite se réunissent pour constituer une union, ça servira à quoi? Le Mali est attaqué. Où sont les troupes africaines, à part quelques-unes, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Où est la force? Ce n'est pas possible. Même dans la tête, les gens sont en faillite. Parce que le modèle pour lequel nous avons opté ne fonctionne pas. Ça aboutit à la faillite. 60 ans d'indépendance après, c'est la faillite. On est nus. Lutter contre la mauvaise gouvernance, l'impunité et l'organisation d'élections libres et transparentes dans 8 mois sont les missions assignées au nouveau gouvernement malien. L'immigration irrégulière, un fléau qui endeuille encore et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, un état de fait qui a d'ailleurs inspiré Abou Dani Camara à écrire un ouvrage sur le sujet. Dans ce livre, il invite la jeunesse africaine à plus de responsabilités. Antoinette Dédé-Onivogui, Lamine Silla pour les détails. Heureux est celui qui croit en son pays. Dans cet ouvrage de 172 pages, subdivisé en 3 grandes parties dont 16 chapitres, l'auteur veut, entre les lignes de ce livre, expliquer à la jeunesse guinéenne et celle africaine que l'on peut bel et bien réussir et s'épanouir chez nous. Avec tout ce qu'on a autour de soi, peu importe l'endroit où l'on est, que l'on soit blanc, noir, jaune, en tout cas la confiance en soi, parce que réussir, c'est devoir croire que c'est possible. Donc c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers ce roman, tout en prenant comme thème central l'immigration clandestine qui a endeuillé des centaines de milliers de familles en Afrique. Parlant de l'immigration clandestine, Abou Dani Camara dépeint les raisons qui poussent les jeunes à déserter le continent en faveur d'un Eldorado illusoire et d'endeuiller beaucoup de familles. Et j'ai décrit dans la plus grande lucidité la dangerosité de la traversée du désert et celle de la Méditerranée, une traversée pathétique qui est marquée par les prises d'otages, la tuerie, la vente des êtres humains, les séries de naufrages où chaque année l'Afrique perd plusieurs centaines de jeunes dans des conditions souvent tragiques. Et donc en tant que littéraire, j'ai décidé d'embarquer toute la jeunesse africaine dans un véhicule qui nous transporte dans un univers plein d'espoir, où l'on peut naître, grandir et devenir heureux ici en Afrique, ce qui est possible, donc un véritable chef-d'œuvre de lutte contre l'immigration clandestine. Il estime que ce roman est un véritable chef-d'œuvre de lutte contre l'immigration irrégulière, d'où son invite à la jeunesse africaine. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est en fait général. L'immigration aujourd'hui ne se passe pas seulement en Guinée, mais la jeunesse sénégalaise est confrontée à ce fléau-là, la jeunesse malienne, la jeunesse ivoirienne et un peu partout. Donc c'est un message qui nous concerne tous, à travers la Guinée, tous les autres pays de l'Afrique. Je me suis dit, en abordant ce thème qui est aujourd'hui internationalement reconnu, c'est une façon de m'immortaliser, mais ce serait une occasion pour moi de conseiller un peu mes frères qui sont là et qui ont cette envie de quitter l'Afrique. Il est édité par une maison d'édition française il y a quelques mois. Le roman est aussi disponible sur les bibliothèques virtuelles à partir de 170 €. La dédicace officielle est prévue en Guinée pour les jours à venir. L'auteur exhorte d'ailleurs toutes les bonnes volontés à s'impliquer davantage pour la réussite de cet événement qui promet. La Guinée est deuxième au niveau de la Côte d'Ivoire, une offre de soulagement pour tous les Guinéens. C'est agir contre le réchauffement climatique. ACOEC, Awar Écologie est organisé par l'autorité ivoirienne. L'ONG Agir contre le réchauffement climatique a eu l'honneur de représenter la Guinée. Reportage Aminata Willa Souma, Abou Korea Koroma. Ce costume n'est en rien pour l'amour qu'il porte à la nature.
L'ONG Agir contre le réchauffement climatique, ACOREC, a honoré la Guinée du côté de la Côte d'Ivoire le 6 juin dernier. Le troisième prix est revenu au Bénin. Et voilà, le deuxième prix est revenu à la Guinée à travers moi. Et le premier prix est revenu à la Côte d'Ivoire. Tout est parti d'un constat de la pollution de la nature, car selon Amadou Diallo, 99% des ménages utilisent du charbon obtenu à partir de la coupe abusive du bois. La prolifération des gaz à effet de serre, l'exploitation minière. Ici, vous avez constaté également la disparition des cours d'eau, la fonte des glaciers. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas inviter chaque citoyen à planter au minimum un arbre à l'occasion de son anniversaire? Parce que, voilà, nous avons constaté que les anniversaires se fêtent de manière moins utile. On prend des gâteaux coûteux, on va dans des lieux luxueux pour couper ces gâteaux et le lendemain, il n'y a pas d'utilité pour la société. À cette distinction initiée par une association de la société civile et journalistes ivoiriens, plus de 3000 structures ont postulé à travers 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Après une décantation, 266 candidatures ont d'abord été retenues pour 9 nominés avant d'aboutir au trio catégorie engagement personnel. C'est vraiment quelque chose de mérité, c'est le fruit de plusieurs efforts qui ont été conjugués par plusieurs personnes également, je dirais tous les Guinéens. Je suis content, je suis ravi de mon trophée. Vraiment, je suis ravi de mon travail aussi. J'encourage tout le monde de faire la même chose que moi. À l'occasion des anniversaires, depuis novembre 2018, ACOREC donne la chance à la population de jouer sa partition dans le juste combat pour le réchauffement climatique. Une stratégie qui a permis de planter près de 3000 arbres, dont voici le résultat. Donc parmi 3000 candidatures, si vous êtes deuxième lauréat, je pense que ça aussi c'est vraiment quelque chose de très réjouissant. Amadou Vert rajoute que le travail ne fait que commencer. Il invite toute la population à s'y mettre davantage. Si d'aucuns pensent que ce prix est mérité, pour l'ONG ACOREC, c'est une confirmation. Il a été ministre des Sports, des Travaux publics, ministre de la Justice avant de devenir secrétaire de la grande chancellerie de l'ordre national. Lors de la Deuxième République, le feu général Fassinet Touré est décédé, selon dit, à la clinique Pasteur de Conakry. Dans la famille mortuaire, ce mardi matin, c'est la consternation et la tristesse qui se lisent sur les visages des proches et anciens collaborateurs de la Deuxième et Troisième République. Il a également été médiateur de la République, il faut le rappeler. Ali Badara Camara et Yacouba Traoré y étaient pour nous. Suivez. Né en 1934 à Mamou, le feu général Fassinet Touré a été militaire de l'armée coloniale française avant de devenir formateur à l'école militaire de Manéa dans la préfecture de Koya. Il a aussi été membre fondateur du comité militaire de redressement national lors de la prise de pouvoir par l'armée guinéenne en 1984, dont il était porte-parole. Avant de rentrer en disgrâce avec le président Lansana Conté, il occupera plusieurs postes ministériels pour devenir secrétaire de la grande chancellerie de l'Ordre national de mérite. L'ancien militaire quitte définitivement le pays à l'âge de 87 ans. Cet ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères dit avoir connu un courtois et patriote avant de découvrir son caractère pieux. Pour la première fois, moi je l'ai connu à travers le communiqué du CMRN qui a annoncé la prise du pouvoir par l'armée. Parce que c'est lui qui a lu ce communiqué-là. Ça veut dire que cette voix célèbre qui restera, qui retentira toujours dans nos oreilles. C'est à travers ce communiqué que j'ai découvert le journal Fassinet Touré. Loin de ses services militaires et administratifs, il a été aussi serviable à sa ville d'origine selon ses proches. Ancien président de l'Association pour le développement de Forêt-Caria, le fils ressortissant de Forêt-Caria garde quelques exploits de l'homme dans la résolution des conflits. Il a participé à l'apaisement de la situation chez nous, dans le Moya, dans le Bénin, dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs. D'après ses proches,
l'ancien médiateur de la République a été plusieurs fois alité dans les centres de prise en charge suite à ses attaques vasculaires cérébrales. C'est depuis sa crise, son attaque de 2010, pendant la campagne, ça tout le monde le sait, toute la Guinée sait qu'il a eu un AVC. Il ne s'est plus remis de ses séquelles. Le défunt laisse derrière lui 5 enfants et une veuve. Pour le moment, aucune date n'est fixée pour les cérémonies funèbres de l'ancien porte-parole du CMRN. L'angle de la rédaction, c'est peu dire qu'il souffre. Notre rédaction a pris un échantillon de 6 villages de la sous-préfecture de Kolé pour vivre de près le quotidien des habitants, les infrastructures sociaux de base des villages traversiers n'en connaissent pas. C'est un reportage grand format de Mamadou Sayou Baldé, Djibril Kaba Kamara. Ils étaient sur le terrain rendu par Malik Sandiana Kamara. Premier village traversé, une seule pompe pour au moins 4 secteurs. Puisque c'est une seule pompe, nous sommes tenus de nous organiser pour permettre à chacune d'obtenir de l'eau. Toutes les rivières ont tari à Kafati. Il n'y a pas où trouver de l'eau. De Lambia à Madina jusqu'à Kafati, c'est la seule pompe que nous possédons. C'est pourquoi nous sommes tenus de nous organiser tour à tour, car nous sommes nombreuses. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités ici. Aucune infrastructure pour sentir la présence de l'État dans ce village. Pour tout besoin administratif, sanitaire et éducatif, il faut se rendre à Kolé Centre, situé à 17 km d'ici. À 4 km de là, se trouve le secteur Yangia. La route aux pistes rurales n'existe que dans l'imaginaire. Sinon, c'est juste un chemin pour piétons que nous empruntons. Pourtant, racontent les villageois, les colons faisaient le même trajet pour transporter les esclaves. Plus on prend de la hauteur, plus on s'éloigne des rivières ou marigots. Les habitants d'ici sont tenus d'aller à des kilomètres pour s'offrir quelques gouttes d'eau potable qu'ils doivent se partager, aussi avec les animaux domestiques. Chemin faisant, nous atteignons le village Ouara. À la différence des autres, ses habitants ont un marigot. Des groupements d'hommes et femmes font des jardins. Seul handicap, les fruits pourrissent après les récoltes, car il faut plus d'une dizaine de kilomètres pour atteindre le premier marché hebdomadaire. Quand nous cueillons, nous les transportons sur notre tête, à pied. Parfois, on peut quitter ici jusqu'à 15 kg, 10 kg pour écouler dans les marchés hebdomadaires. Nous n'avons pas la possibilité parce que nous n'avons pas de route. L'accès, les voitures ne viennent pas. Donc, on nous débrouille avec nos petits moyens. Si ça ne s'écoule pas, parfois on peut, techniquement, on peut faire la cueillette des semences, comme l'aubergine et le maïs. On fait la semence, on met en plaquette, on vend. Ils vivent relativement bien par rapport au secteur de Dar Salam, qui lui se trouve encore plus loin du marché. Pour eux aussi, le centre de santé est à Kolé. Les personnes malades doivent être transportées par hamac pour des soins dans un hôpital. Ces visages rayonnants cachent une vie de misère. Le véritable casse-tête ici est l'acquisition d'eau potable. Tous les secteurs de croissance sont propices. Seul handicap, les points de négoce sont éloignés, les infrastructures inexistantes. Le village de Maria, un minimum de 18 chefs
de familles partagent les lieux. Il y a quelques jours, cette case a pris feu. Les habitants étaient obligés de décoiffer l'autre pour éviter qu'elle ne soit aussi décimée par les flammes. Son propriétaire ne pouvait apporter les quelques gouttes d'eau qui les restaient dans les maisons et cases. Côté éducation, rares sont les enfants qui dépassent la classe de 6e année. Toutes les infrastructures étatiques, aucune n'existe, témoigne-t-il. Quelques kilomètres séparent Maria et le village historique Unsitani. C'est dans ce village que Almami Bokarbiro avait trouvé refuge avant de repartir pour conquérir son trône. À en croire une dame, il faut se rendre de bonne heure au point d'eau pour en chercher en gouttes précieuses qui, il faut souligner, ils doivent partager avec les animaux. Principale préoccupation des habitants d'ici, la route. Si l'accès devient facile, ces familles soulignent ne pas attendre l'État pour le développement de leur localité. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie, Salim Fofana, Cheikh Oumar Kiaba. On n'oublie pas également Lamina Sidibé, à la réalisation, Alcini Bari. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.